Le pouvoir à Harare, c'est au Zimbabwe, se félicitait d'une décision souveraine. On ne ferait plus recours au dollar américain dans les différents échanges à l'intérieur du pays. La décision n'aura tenu que quelques mois car oui, face à une inflation de plus en plus galopante dans le pays, voilà une volte-face auquel le pouvoir de Harare est contraint de revenir. Désormais, le dollar américain substitue le dollar zimbabwéen dans les différents échanges. Quelle perspective d'avenir pour un pays qui croule sous les dettes, mais également qui ne s'en sort plus à cause de cette inflation? On parle économie ce matin. Il est 9h02 à Harare justement, où le plateau de DBS ce matin s'invite pour traiter de cette question. Les questions d'économie, les termes inflation, d'évaluation n'ont aucun secret pour ces deux panélistes invités spécialement justement pour cette occasion. Vous faites bien de regarder DBS Télévision et cette émission se vaudra didactique afin de permettre à chacun et à tous de comprendre ces différents concepts et peut-être de les appliquer à vos différents pays, quelle que soit la destination d'où vous nous regardez. Docteur Riam, qui fait un retour tonitruant sur ce plateau. Bonjour docteur et bienvenue une fois de plus à cet entretien. Bonjour Rim et merci de m'avoir invité. Toujours aussi concis et précis. Docteur Douma, Docteur Douma, merci d'avoir répondu présent à notre appel. Bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Rim, merci de m'avoir invité. Bonjour à mon cadet et confrère Tonton Yam, que je vois seulement maintenant sur des images dans plusieurs pays à l'étranger et c'est très bien. Bonjour à toute l'équipe de DBS, DBS Matin en particulier. Bonjour au top management, bonjour à l'équipe technique, mais surtout à nos millions de téléspectateurs qui nous font l'honneur de nous suivre tous les matins. Et justement, fort à propos, vous pouvez nous laisser vos avis en commentaire sur notre page digitale, DBS TV, c'est le nom. La problématique est ainsi posée. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelles sont les perspectives d'avenir pour ce pays qui retourne au dollar américain? Expliquons déjà les concepts si vous voulez bien. Je commence avec vous, docteur Douma. Inflation, on entend beaucoup parler d'inflation, on entend parler de dévaluation pour le cas du Zimbabwe en question. Quand est-ce qu'on dit qu'une monnaie est dévaluée? Alors, une monnaie est dévaluée, pour répondre directement à la question, une monnaie est dévaluée lorsque, sur le fait d'un certain nombre de facteurs économiques conjoncturels, l'on se trouve obligé de baisser sa valeur faciale. La valeur faciale, c'est celle qui est portée sur, par exemple, un billet. Si vous avez un billet de 1000 francs, qui à un moment donné donne l'impression que les 1000 francs sont très élevés par rapport aux exigences économiques du marché. Ce billet de 1000 francs va valoir désormais par exemple 500 francs, ce qui est déjà arrivé dans la zone franc, la zone franc ZAF, c'est-à-dire puisque vous savez qu'il y a, on peut dire qu'il y a 3 zones francs. Donc la zone franc CFA, Afrique francophone, donc c'est ça d'évaluer une monnaie, ça veut dire réduire sa valeur à un moment donné pour pouvoir répondre à un certain nombre d'exigences économiques qui peuvent être avouées ou pas avouées. Ceci dépend surtout de celui qui crée cette monnaie et donc qui la gère. Et généralement, celui qui crée la monnaie la crée pour qu'elle soit au service de ses intérêts. Donc c'est ça d'évaluer la monnaie. Alors comment ça s'observe sur le concret? Comment l'individu ou le citoyen lambda peut constater sans qu'on ne lui dise que la monnaie a été dévaluée? C'est au niveau du pouvoir d'achat lorsqu'il va au marché et que les produits ont augmenté? C'est ça? Alors au niveau du pouvoir d'achat, certainement, déjà avant même qu'il aille au marché pour faire des transactions commerciales, parce que pour que vous soyez bancarisé ou pas, vous avez quand même une certaine provision monétaire, que vous avez des revenus que vous allez stocker quelque part. Ça peut être sur un compte bancaire, ça peut être comme dans certains pays, parce que tout le monde n'est pas bancarisé, c'est-à-dire tout le monde n'a pas un compte en banque. Ça peut être également parce que vous avez de l'argent dans des cantines, dans un coffre-fort privé à la maison, mais tout
cet argent-là, comme c'est la même monnaie, va être impacté par des décisions qui peuvent être prises concernant la dévaluation. Pour que ceux qui nous suivent comprennent plus facilement, puisque cela est arrivé une fois pour le cas du Cameroun. Très récemment, il y avait encore le débat s'il faut dévaluer à nouveau ou pas. Mais il n'y a pas très longtemps, on avait dévalué le franc CFA de 50%, c'est-à-dire que le franc CFA avait perdu sa valeur de 50%. Ça signifie quoi pour ceux qui avaient des avoirs à cette époque? Si vous aviez, disons, 1 million de francs CFA sur votre compte en banque, dès que la décision est rendue officielle, ce 1 million vaut désormais 500 000 francs. C'est ce que ça signifie. Si vous avez une cantine de 100 millions à la maison, dès que la décision est rendue officielle, ces 100 millions deviennent 100 millions divisés par 2, c'est-à-dire 50%. Donc vous n'avez plus que 50 millions. Mais il y a des effets qui sont liés évidemment à ce pouvoir d'achat qui est réduit drastiquement et subitement de 50%. Je rappelle en passant que pour la zone CFA par exemple, ce n'était pas les États de la zone qui avaient décidé de cette dévaluation de 50% et que pour la plupart des citoyens, généralement, sont des décisions inopinées, c'est-à-dire que des décisions surprises. Il faut être très introduit pour savoir que ça devra avoir lieu. Donc on surprend les citoyens et donc vous comprenez pourquoi c'est un choc pour beaucoup. Et parfois ça entraîne même des effets pervers, c'est-à-dire qu'il y en a qui peuvent aller même jusqu'à se suicider parce que subitement ils se retrouvent avec leur disponibilité monétaire divisée par deux. Alors maintenant ceux qui ont, les commerçants qui ont des marchandises qu'ils ont achetées, disons d'une part sur place, quand ils les ont achetées, la valeur c'était encore 100%. Ceux qui ont importé des marchandises de l'étranger pour les revendre, quand ils ont importé les marchandises, sur le plan local, parce que là, je laisse le volet devises, parce que là-bas, c'est plus rude encore. Donc, ils ont importé des marchandises, elles sont plus chères généralement parce qu'il faut les acheter avec les devises à l'étranger. Et subitement, quand elles sont sur le marché local, le pouvoir d'achat localement est divisé par deux. Mais ceux qui ont acheté, ils ne peuvent pas réduire le prix de la marchandise sur le marché par deux. Généralement, qu'est-ce qui se passe? C'est au moins le multiplier par deux. Vous comprenez? Donc, d'où l'inflation. Alors, je ne sais pas si c'est si c'est lié ou... Oui, si ça donne directement l'inflation. Parce que la question de l'inflation, il faut la relativiser un peu. Mais ça va créer forcément des effets inflationnistes. Parce que non seulement vous avez perdu 50% de votre pouvoir d'achat, mais le commerçant qui, lui, doit chercher quand même à récupérer ce qu'il a investi à l'achat, est obligé de multiplier au moins le prix de l'article qu'il a fait venir de l'étranger par deux. Donc, il y a une hausse importante des prix également des denrées sur le marché, pour la plupart. Et l'effet d'entraînement fait que même les articles qui ont été acquis localement vont subir une augmentation de prix. Donc, ça crée des effets inflationnistes. Maintenant, peut-être que vous voulez rebondir oui, bien sûr. Avec une autre question sur l'inflation. On va revenir sur l'inflation et c'est une bonne chose qu'on vous ait tous les deux ce matin, des économistes de haut vol. Peut-être d'autres pays subissent également ces effets inflationnistes. Comment le comprendre? Alors tout ceci sera expliqué ce matin avec le postulat du départ sur le cas du Zimbabwe en particulier. Est-ce que l'inflation et la dévaluation sont fortuites? En général, en économie, les choses ne se produisent pas par hasard. C'est voulu, c'est entretenu, c'est provoqué? Les gens gèrent des objectifs, ils gèrent comment dire, ils se positionnent par rapport à un certain nombre de choses et ils gèrent leurs intérêts. Donc, en général, rien n'est gratuit en économie. Les choses n'arrivent pas par hasard, elles arrivent parce que un certain nombre de personnes l'ont voulu. Alors,
mais en même temps, il faut distinguer un certain nombre de choses. Les zones, les lieux, pour mieux comprendre pourquoi je dis que ça n'arrive pas par hasard. Lorsque vous prenez, par exemple, des zones où les pays n'ont pas leur monnaie, c'est une situation particulière. Vous avez des pays où les pays qui ont leur monnaie, c'est une situation particulière également, mais vous avez des pays qui ont leur monnaie, mais qui sont l'objet d'attaques spéculatives et de conflits géopolitiques ou idéologiques et qui subissent donc un certain nombre de pressions sur leurs finances et qui sont obligés d'avoir cela conduit à une inflation extrêmement importante. Pour dire ce que c'est, pas en termes économiques, mais pour le grand public, ça veut dire simplement que donnez-moi vos lunettes. Vous avez ces lunettes, vous les avez achetées à 10 unités, mais désormais, pour les avoir, il vous faut 20 unités. Donc, ça vous coûte plus cher. Le pouvoir libératoire, c'est-à-dire que le nombre de biens et de services que une unité monétaire peut vous donner deviennent de plus en plus petits. Donc, vous subissez de l'inflation. Et c'est ça qu'il a expliqué, hein, mais pour que le public comprenne que vous voulez acheter votre pain, mais avec 125 francs dans le cas du Cameroun, vous n'allez plus avoir le même pain, et ce sera plus petit, et c'est ce qui s'observe dans la rue, et puis peut-être que ça va baisser encore plus. Ça veut dire que le produit coûte juste un peu plus cher. Donc vous avez besoin d'un peu plus d'unités monétaires pour avoir le même produit. Mais quand je dis mais cela n'arrive pas par hasard, pourquoi je le dis? Dans le cas par exemple des pays qui ont le franc CFA, cela va arriver la plupart du temps parce que vous n'avez pas de monnaie et que les décisions, la politique monétaire qui gère votre monnaie est décidée ailleurs. Et vous subissez donc le contre-coup des chocs que subit la zone monétaire principale. C'est le cas actuel par exemple avec comment on dit ça? C'est le cas actuel avec l'amélioration, l'appréciation du dollar par rapport à l'euro, ce qui fait que les zones francs qu'il a présenté tout à l'heure, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, Comores, tout cela va subir donc cette appréciation-là et va rendre les biens un peu plus chers. En tout cas, pour l'essentiel, les biens importés ou alors les biens qui ont des éléments extérieurs qui entrent dans leur composition du fait de la production locale. Ça peut être les produits agricoles, par exemple, parce que les engrais sont importés, par exemple, ou que les engrais fabriqués localement, une partie des ingrédients viennent de l'extérieur et donc ça obère, ça crée une augmentation des prix. Vous voyez que... Ce sera un véritable effort de parler pour le public ce matin. On va se battre. Donc, pour résumer cette première partie, la monnaie baisse, si tant est-il que le franc est une monnaie, la valeur baisse. En fait, de manière encore plus précise, c'est que c'est le pouvoir libératoire de la monnaie qui baisse. C'est-à-dire la capacité... Parce que quand vous avez de la monnaie, une unité monétaire couvre ou vous permet d'avoir un certain nombre de biens ou certains services. Sauf que quand vous n'arrivez plus à avoir cette quantité de biens que vous assurez une unité monétaire ou le type les services que vous assurez une unité monétaire et que vous êtes obligé d'avoir beaucoup d'unités monétaires, beaucoup plus d'unités monétaires, ça veut dire que votre monnaie en fait n'a plus le pouvoir libératoire qu'il a et ne peut plus vous permettre de disposer de telle ou telle quantité de biens. C'est ça qu'il appelait la valeur. En fait, là c'est les termes économiques, mais après il faut expliquer pour que tout le monde comprenne simplement. Donc vous aviez avec 1000 francs un micro, mais maintenant pour avoir le même micro, il vous faut par exemple 2000. Donc c'est ça l'inflation. Mais ces choses-là, je disais, ça n'arrive pas par hasard. Il peut y avoir à un moment donné un certain nombre de grandes entreprises, simplement, qui peuvent provoquer de l'inflation parce qu'elles modifient leur ratio de rentabilité, tout simplement. Avec un certain nombre d'entreprises qui ont une position dominante dans un secteur d'activité peuvent décider que désormais leur ratio de rentabilité, par exemple, passe, je dis n'importe quoi, de 10% à 15%. Ça veut dire que vous devez payer un peu plus cher. Et donc, du coup, les biens coûtent un peu plus cher. Mais ça peut venir des décisions également des banques centrales. Mais comme la plupart des banques centrales sont privées, et que c'est les mêmes gens qui sont dans les très grandes entreprises et qui contrôlent donc ceux qui dirigent ces banques centrales, en fait, ils vont provoquer un effet de politique monétaire
qui peut arriver à l'inflation. Ça peut être parce qu'ils font une trop forte demande de financement, et cette forte demande de financement, à un moment donné, va faire que il y ait beaucoup de biens, et donc on est dans une situation déflationniste, c'est-à-dire que ça peut baisser, donc les prix vont baisser à une forte demande, mais à un moment donné, ils peuvent demander de serrer un peu le robinet pour que l'accès au crédit soit un peu plus difficile, et donc du coup, hein, de proche en proche, vous arrivez donc à un coût du crédit qui est beaucoup, le coût de l'argent devient plus élevé, et si le coût de l'argent devient plus élevé, généralement les industriels, dont les acteurs économiques vont vouloir faire rattraper ce surcoût par le prix des biens, et les prix augmentent et on a une inflation. Mais si ça s'étale sur une très longue période, évidemment ça a un effet très dur sur généralement les ménages, les petites entreprises, et ça devient un sérieux problème économique. Mais dans le cas d'un pays comme le Zimbabwe, ce n'est pas forcément lié à ça, c'est lié en grande partie au fait que le Zimbabwe est sous une guerre économique dont on ne parle pas assez, mais c'est symptomatique de toute l'Afrique. C'est-à-dire que ce pays-là, pour avoir chassé les Anglais qui y étaient, vous savez que jusqu'au début des années 2000, même s'ils sont devenus indépendants en 80, ils étaient en train de chasser ces gens-là. Et vous avez suivi les échanges épiques entre Tony Blair et Feu Mugabe sur la question de l'homosexualité, par exemple, qui a fait que la communauté internationale essaye de tout faire pour mettre le Zimbabwe sous tutelle, en réalité. Et donc, c'est une sorte d'embargo que vit le Zimbabwe, mais évidemment, les Africains, eux, ils réagissent pas comme ça. Ils ont l'impression que c'est de simples problèmes économiques. Non. C'est qu'on manipule l'économie zimbabwéenne pour s'assurer de contrôler ce pays qui est rebelle. C'est ça la situation du Zimbabwe, et c'est exactement ce qu'ils faisaient dans les zones CFA, sauf à la différence que eux, ils ont leur propre monnaie. Et on les pousse à utiliser une devise, enfin une monnaie qui n'est pas la leur, et ça accroît le contrôle des cousins, c'est-à-dire des Anglais et des Américains sur ce pays-là, parce qu'ils n'ont jamais accepté le fait que les Zimbabwéens aient chassé les fermiers blancs qui sont pour la plupart installés à RDC ou au Nigeria, et donc on va détruire leur économie. En fait, on veut pousser le Zimbabwe à arriver à une situation où ils finissent par se mettre à genoux et et acceptent le retour de ces propriétaires qui contrôlaient 99% des terres arables, alors qu'ils représentent à peine 0,2% de la population zimbabwéenne. Et les Zimbabwéens d'origine eux-mêmes, les Noirs qui sont là-bas, nos frères africains, devaient être obligés d'être simplement des ouvriers agricoles. C'est ça la situation de fond qu'il faut expliquer à nos téléspectateurs. Justement, et c'est le sujet de ce matin. Comment comprendre donc selon les explications du Dr Yam, c'est un flicage de la monnaie locale, le dollar zimbabwéen, qui a conduit justement à ce retour en force, presque la mort dans l'âme au dollar américain? Donc pour le cas du Zimbabwe, c'est voulu. C'était une situation provoquée même. D'après le brillant développement du Dr Yam, c'est plus qu'un flicage simplement du dollar zimbabwéen. Parce que le Zimbabwe, ça fait 20 ans, n'est-ce pas, que le Zimbabwe est sous sanction. On est à la 21e année d'ailleurs. Les sanctions et tout le monde aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé, par exemple, où se passe avec des pays comme le Mali, la Russie dans la crise russo-ukrainienne, on connaît les effets des sanctions. Quand un pays n'est pas capable de pouvoir réagir pour pouvoir pallier ou retourner les effets de ces sanctions-là contre les gens qui les prescrivent. Donc les Américains ont décidé de sanctionner le Zimbabwe unilatéralement. Les Occidentaux les ont suivis après, mais l'ONU n'avait pas validé ça, même si c'est une communauté internationale autoproclamée. Et donc, ça montre jusqu'à quel point les Américains sont déterminés à pouvoir véritablement faire asseoir ce pays-là. Donc ça va au-delà du dollar zimbabwéen. Le dollar zimbabwéen jusqu'à la crise de 2008, 2009 encore. C'est en 2009 justement qu'ils ont recours au dollar américain. C'est la crise des subprimes que le dollar zimbabwéen a commencé véritablement à avoir tous les problèmes, avec des inflations qu'on n'a jamais vues. On a eu des coupures de milliards, avec des coupures de 100 milliards de dollars zimbabwéens jamais vues. Donc, il y a eu une phase transitoire de pratiquement 6 ans, parce que il y avait le dollar zimbabwéen, mais le dollar américain était
était toujours présent. Il y avait un panier de devises que le Zimbabwe utilisait automatiquement, mais 6 ans après, c'est-à-dire autour de 2015, le Zimbabwe s'est trouvé obligé de pouvoir accepter donc le dollar américain pour un certain nombre de transactions, pour une certaine durée. Et je pense que c'était toujours dans l'espoir de pouvoir contenter les Américains et de les amener peut-être à pouvoir revoir les sanctions telles que la suspension de l'aide. Nous qui sommes panafricanistes, nous trouvons que pas plus d'aide. C'est une aide qui n'aide pas. Mais c'est l'une des sanctions qui a été prononcée. C'est une aide qui n'est pas l'aide, mais qui aidait quand même, permettait le pléonasme, le Zimbabwe avait l'interdiction aux banques de pouvoir, n'est-ce pas, faire prêter de l'argent à un pays comme le Zimbabwe, et ça va au-delà. Donc c'est un pays, tenir plus de 20 ans dans des conditions aussi drastiques, aussi inhumaines, parce que en réalité, lorsque vous prenez des sanctions, parce qu'il y a des questions éminemment politiques, parce que selon les Américains, le régime du Zimbabwe est un régime qui pille, qui viole, qui tue. Ils utilisent les expressions autoritaires. Voilà, un régime autoritaire. Et donc, si on prend des sanctions, on devrait prendre des sanctions pour pouvoir sanctionner ceux qui sont des donneurs d'ordre, n'est-ce pas, de ces opérations odieuses. Mais est-ce que, depuis 20 ans, on a l'impression que ce sont les donneurs d'ordre qui payent le lot de ces sanctions-là? Mais non, ce sont les peuples, c'est le peuple zimbabwéen qui croupit davantage dans la misère. Et si les Américains avaient un peu d'humanité encore, parce que c'est ce peuple-là, zimbabwéen, qui croupit et qui n'a pas décidé de ce que les politiques feraient là-bas, les Américains devaient revoir ces sanctions-là, ou les lever carrément. L'Union africaine, je me réjouis, même si ça reste une boîte de résonance, parce que nous attendons davantage de ces institutions qui se disent africaines, de pouvoir se positionner clairement pour les intérêts africains à tout moment, sans jouer à la diplomatie qui révèle que réellement ces institutions, même dites africaines, continuent d'être les comptoirs coloniaux, les comptoirs qui représentent les intérêts plutôt des Occidentaux. Donc, mais cela dit, l'Union africaine récemment a commencé à plaider pour que ces sanctions-là contre le Zimbabwe soient levées. Alors, le retour au dollar américain ne peut être qu'une, on va dire, conséquence de cette pression qui sont vécues depuis plusieurs décennies, donc, et évidemment, pour pouvoir contraindre le Zimbabwe à accepter des choses inacceptables, notamment ce que le docteur Yama a dit. Vous ne pouvez pas être dans votre pays et ce sont des étrangers qui sont propriétaires de tout votre sol, de toutes vos richesses. Parce que le Zimbabwe, comme pratiquement tous les pays en Afrique, a un sous-sol extrêmement riche. L'or, le diamant, tout ce que vous pouvez imaginer, mais n'arrive pas à en jouir véritablement parce que les conditions sont créées pour que le Zimbabwe ne puisse pas en jouir et les Zimbabwéens. Une décision donc qui a été prise pour la survie, la mort dans l'âme, on le disait encore, il y a quelques jours seulement, la Banque centrale annonçait le retour du dollar américain. Ça n'était plus arrivé depuis 2009. En 2009 justement, on a, docteur Douma l'a précisé, on avait des coupures de 100 milliards. Est-ce que cette opération aurait pu, pour cette fois encore, repousser ce retour? On le sait, qui n'est pas voulu forcément par le gouvernement zimbabwéen. Comment ça fonctionne même d'ailleurs? Nous comprendrions mieux si on parlait de trois choses qui sont les causes de cette situation. Alors, la première, c'est il faut un petit rappel historique. Alors, comme vous savez que le plus grand royaume
que les Européens aient possédé, qu'un Européen ait possédé dans l'histoire se trouve en Afrique, c'est-à-dire une propriété personnelle. C'est la RDC. Le roi du Congo, il possédait à lui seul près de plus de 2,5 millions de kilomètres. Voilà. Mais ce qu'on oublie, ce dont on ne parle pas beaucoup dans la zone de l'Afrique où on utilise le français, c'est qu'il y a un individu à qui appartenait ce qui est devenu 2 pays aujourd'hui. La Zambie et le Zimbabwe, Rhodésie du Nord, Rhodésie du Sud. Et ce monsieur s'appelle Cecil Rhodes. Les Anglais n'ont jamais accepté que, parce que c'est à l'indépendance que c'est devenu Zimbabwe, c'était Rhodésie du Sud, n'ont jamais accepté d'avoir perdu cette colonie qui était le grenier de l'Afrique australe. Et ça nous permet d'arriver au deuxième point de rappel dont je parlais. Le Zimbabwe, c'était le grenier de l'Afrique australe. Et il se trouve que lorsque, du fait des lois de retour de la terre aux propriétaires historiques, eh bien, le Zimbabwe subit un certain nombre de sanctions assez curieuses, comme par exemple l'interdiction d'importation de comment on les appelle, les moissonneuses batteuses, qu'ils utilisaient pourtant avant. Aujourd'hui, ils n'ont plus le droit d'en acheter, en tout cas auprès des pays occidentaux. La conséquence, c'est que la productivité de l'agriculture a baissé. Et les Zimbabwéens sont obligés, pour se nourrir, d'importer du riz et du blé. Eux qui étaient le grenier de l'Afrique. Et les gens vont vous dire, ah ouais, mais ils sont fainéants, sont paresseux, ils ont des billets de 100 milliards. C'est quand même une curiosité. Non. C'est que ce pays a subi une guerre effroyable, une guerre terrible. Une guerre terrible de l'Occident. Mais personne n'en parle. Tout ce que les gens font quand, dans les pays où on parle le français et utilisent le franc CFA, quand on fait référence aux Zimbabwe, on dit, ah ben ils n'ont pas de monnaie. Non. Mais vous n'avez jamais cherché à savoir pourquoi ils n'ont pas de monnaie. Et tous les agriculteurs blancs qui sont partis au Nigeria, sont allés, pour la plupart au Nigeria et à RDC, ont provoqué une saignée terrible des avoirs du Zimbabwe. Une saignée terrible. C'est-à-dire, vous pouvez imaginer un pays où, comme c'était eux, le pays appartenait aux Blancs, dont la trésorerie de l'État zimbabwéen leur appartenait, les réserves de change extérieur leur appartenaient à eux les Blancs. Ils sont partis avec tout ça. Et les gens, c'est ça qu'il faut expliquer aux gens, c'est ça les causes de la situation actuelle du Zimbabwe. Donc c'est juste ce qui se passe actuellement, c'est l'héritage. Mais bien sûr, mais ce qui est pire, c'est que depuis 20 ans, le Zimbabwe ne peut pratiquement pas faire du commerce extérieur. Pratiquement pas. Pratiquement, ils ne peuvent pas faire du commerce extérieur. Donc quand vous avez la situation d'un pays comme celui-là, ben c'est normal que vous ayez des billets de 10 000, que vous ayez une inflation à 80 milliards de pourcents. Et c'est terrible parce que lorsqu'on a donc ce schéma-là, de ces causes-là, mais on comprend très bien. On comprend très bien la situation dans laquelle nous sommes. Vous posez la question sur le retour au dollar. Malheureusement, c'est une mauvaise solution à un vrai problème. Mais cette mauvaise solution est malheureusement, si vous voulez, une action de court terme. Tout de suite, il faut régler le problème parce que les enfants sont en train de mourir à l'hôpital, ils viennent de naître, il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas de compresse, il n'y a rien du tout. Parce que demain matin, il faut que les enfants mangent. Et qu'avec le dollar zimbabwéen, ils ne peuvent rien acheter à l'extérieur. Ils sont obligés de recourir au dollar américain parce que ça peut permettre très rapidement d'acheter un peu de blé en Afrique du Sud, d'acheter un peu de riz à gauche et de pouvoir faire que les gens mangent. Mais vous imaginez la situation dans laquelle l'Afrique est mise? L'Afrique est dans une situation de harcèlement permanent. Et ce harcèlement-là, nous n'arrivons même pas à nous asseoir et à nous dire, mais pourquoi laissons-nous un tel harcèlement se produire? Voilà la situation du Zimbabwe. C'est-à-dire que vous avez une maison, les gens braquent votre maison, prennent tout ce que vous avez et empêchent les voisins de vous apporter du secours. Et des gens qui donnent des leçons de démocratie partout dans le monde, etc. dans le monde. Voilà la situation du Zimbabwe. C'est ça la situation. Et ils vont donc donner les leçons qu'évoque le docteur Douma. Pendant ce temps, c'est un génocide qu'ils sont en train de perpétrer au Zimbabwe.
Alors, qu'est-ce qui peut changer? Qu'est-ce qui va changer? On précise quand même que cette décision a été prise pour 5 ans. Qu'est-ce qui va changer? Avec l'injection du dollar américain, le retour à cette devise étrangère-là, pour le Zimbabwe, il s'offre un peu d'air quand même pour son économie? Pour aller dans le même sens, l'Otoyama déjà, il a relevé l'urgence dans l'action. L'urgence dans l'action et le prédateur ici, ce sont les États-Unis. Donc il faut essayer de contenter le prédateur pour qu'on réponde à des questions primaires, Parce que, et c'est pour ça que je parlais de l'inhumanité un peu des politiques américaines. Parce que c'est vraiment une... Je n'arrive pas à qualifier ce niveau de terreur. Parce que pour un pays qui est considéré comme étant un exemple de la liberté, de la démocratie, de la bonne gouvernance, etc., et qui donne des leçons à tout le monde dans le monde entier, et qu'on voit ce qui se passe par exemple au Zimbabwe, mais on se demande dans quel monde on se trouve finalement. Donc le Zimbabwe, en allant vers cette décision, espère, et logiquement ça devrait marcher, pouvoir donner quand même un certain pouvoir d'achat à ces populations, et que lui-même, Zimbabwe en tant qu'État, puisse avoir quand même un instrument monétaire qui puisse permettre de commencer à échanger, parce que accepter le dollar implique forcément un certain nombre de choses, même en termes d'accords ou de révision d'accords entre le Zimbabwe et le pays qui a ce dollar, c'est-à-dire les États-Unis. Et j'allais dire... Est-ce que dans cet espoir, justement, le Zimbabwe peut jouer et user de ruses et de manités pour, peut-être pendant les 5 ans, surfer sur cette devise pour relever son économie? C'est possible? Alors, les Zimbabwéens se sont toujours distingués dans une certaine posture de souveraineté nationale. Même s'ils n'ont pas toujours eu les moyens qu'il faut. Je pense qu'en Afrique, c'est l'un des pays qui montre qu'il faut pouvoir dire ce qu'il faut dire à ces prédateurs-là quand il le faut. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont eu l'audace, sous le feu président Robert Mugabe, de pouvoir récupérer les terres qui avaient été, n'est-ce pas, octroyé à ces expatriés. Arraché. C'est l'expression. Ça avait été arraché. Et c'est vraiment ça. Par ces blancs. Donc, il fallait être courageux, il fallait suffisamment de l'audace, de la poigne, pour décider de récupérer tout ça et de redistribuer aux Zimbabwéens. Voilà. Et la réaction de ces blancs impérialistes a été celle qui a été suffisamment déjà présentée par mon confrère. Donc, maintenant, cela dit, il est clair que le retour au dollar américain ne peut pas être une solution définitive pour les Zimbabwéens. Mais ça va forcément tout de suite là, arrêter la saignée, permettre une bouffée d'oxygène, une légère bouffée d'oxygène, qui va également peut-être commencer à mettre en place des conditions pour réfléchir à une solution durable qui est même acceptable. Parce que même cette solution, je pense que, vous savez qu'il y a des situations où on a le choix que dans tout ce qui est mauvais. Donc même ce que vous retenez, vous savez que c'est pas ça, mais quand même... De tous les mauvais choix, c'est le moins pire. C'est la solution la moins pire, merci. Donc, et je pense que les dirigeants zimbabwéens en sont conscients, puisque le monde évolue tellement vite aujourd'hui, et on peut s'inspirer de ce que certaines grandes puissances font, de certains pays font, lorsqu'elles sont dans des situations d'embargo, pour pouvoir mieux gérer ces situations-là et se projeter sur le long terme. On espère que le dollar américain ne va pas rester la devise définitive du Zimbabwe. Alors, parce qu'il faut que le Zimbabwe s'affranchisse de cette domination, n'est-ce pas,
américaine et anglaise, parce que c'est... Les cousins, voilà. Il faut s'affranchir, il faut lutter pour obtenir totalement notre liberté, quitte à ce qu'on paye le prix pour ça. Il faut qu'on continue cette lutte-là pour que les ressources, n'est-ce pas, naturelles et minières de nos États servent d'abord aux citoyens de ces différents pays et puissent donc servir également sur le plan international, parce qu'on ne peut pas vivre totalement isolé du reste du monde, puissent servir aussi aux autres, mais toujours dans un schéma de win-win, et le seul décideur doit rester l'Afrique en ce qui concerne ce qui appartient à l'Afrique. D'autant plus que ça lui appartient. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, peut-être on va revenir avec le cas du Zimbabwe sur la grande question de l'Afrique peut-elle véritablement se libérer et avoir sa monnaie. On voit ce qui se passe en Centrafrique, par exemple. On a vu avec le Zimbabwe, malgré tout le charisme des dirigeants qui ont essayé de porter ce pays et de le sortir des chaînes du colonialisme et du néocolonialisme, on est revenu au dollar américain des dizaines d'années plus tard. Est-ce que l'Afrique peut véritablement lutter? Le Zimbabwe aujourd'hui est un exemple, les pays de la zone franc en sont d'autres. L'Afrique peut-elle véritablement sortir et se libérer de cette domination monétaire avec des devises comme utilise, des devises qui nous sont imposées par les autres? Ce n'est pas une option. Il le faut. C'est pas qu'il le faut, c'est la voie naturelle. On est déjà sur non, c'est la voie. Trajectoire. C'est la voie naturelle. Après, on peut être sur cette voie ou pas. Mais c'est la voie naturelle. Il peut y avoir des attitudes ou des comportements contre nature. Mais la voie naturelle, ne l'oublions pas, on doit toujours savoir quelle elle est. Elle est où, elle consiste en quoi, etc. C'est la voie naturelle, se libérer. Le Zimbabwe aujourd'hui vient de faire un choix entre la peste et le choléra. Mais cela peut être parce qu'à un moment donné, quand vous avez du pu dans la bouche, que vous ne le vouliez pas, vous en avalez quand même une petite partie. Donc, le Zimbabwe va utiliser le dollar, mais au fond, l'idée du Zimbabwe, c'est que en utilisant le dollar, ça crée sur un très court terme, peut-être 2 à 3 ans maximum, une sorte de confiance pour les investisseurs qui reviennent, mais également que ça stabilise les prix pour que l'économie puisse se réorganiser et se donner de nouveaux horizons. Ils utiliseront cette tournure comme régulateur, c'est ça? Oui, mais le problème, c'est qu'il faut le faire de façon très intelligente, parce que celui dont vous utilisez la monnaie, malheureusement, contrôle votre économie. Et s'il contrôle votre économie, il contrôle également tout votre pays. Et la difficulté à laquelle le Zimbabwe sera confronté, c'est que finalement les Américains vont décider de ce que le Zimbabwe devra faire. Je voudrais rappeler à nos téléspectateurs qu'en 2006-2007, le Zimbabwe était l'un des rares pays qui ne devait rien, qui n'avait pas de prêt d'encours auprès du FMI et de la Banque mondiale. C'est très important de le rappeler, parce que quand on ne dit pas ce genre de choses, les gens se disent ce pays-là, c'est n'importe quoi. À cette année-là, il n'avait rien. Et n'oubliez pas, c'est de la même manière que lorsque le Cameroun déclare en 86, nous n'irons pas au FMI, les problèmes commencent. Et lorsque le Zimbabwe paye les derniers 100 millions de dollars en 2006, les problèmes commencent. Parce qu'il y a 2 manières fortes pour dominer un pays, par les armes ou par la dette. Le Zimbabwe s'était libéré par les armes dans les années 80, en 1980. Ensuite, s'est libéré de la dette vers 2006. Mais c'était terrible d'avoir un pays africain qui est libre. C'est très dangereux. D'autant plus que c'était la période où Kadhafi... et ses élans panafricanistes. Oui, il y avait le Fonds monétaire africain, il y avait la Banque centrale africaine, il y avait vraiment la relance de l'Union africaine. C'était extrêmement grave. Parce que les figures de Mugabe et les figures de Kadhafi, c'était des figures, les figures les plus fortes et les plus révolutionnaires de cette époque en Afrique. Et donc, on a une situation où le Zimbabwe doit rapidement sortir de là. Mais il peut y avoir effectivement une solution à court terme, mais elle demande une mise en place qui est un peu plus longue. Je l'ai dit, ils ont dû choisir entre la peste et le choléra. Il y a effectivement le Bitcoin qui peut les aider, qui
a l'avantage d'être une monnaie déflationniste. Faut expliquer. Ça veut dire que, contrairement aux monnaies fiat, c'est-à-dire le dollar américain, dollar zimbabwéen, euro, tout ça là, le Bitcoin, lui, il n'est pas inflationniste. Ces monnaies sont inflationnistes, c'est-à-dire qu'en fait, elles perdent de la valeur avec le temps. Si vous prenez de 2020, de 2000 à aujourd'hui, toutes ces monnaies ont perdu de la valeur. Le dollar, entre le début du siècle et la fin du siècle dernier, avait perdu 99% de sa valeur. C'est-à-dire, le nombre de biens qu'on pouvait acheter avec $1 en 1900 n'était plus le même nombre de biens qu'on pouvait acheter avec $1 en 2000, en 1999. Et de 1999 à aujourd'hui, la quantité de dollars qu'il vous faut pour acheter un hamburger a également augmenté. Donc, il vous faut beaucoup plus, dont la valeur, le pouvoir libéral a diminué. L'euro a perdu pratiquement 50% de sa valeur depuis sa création, 99 à aujourd'hui. Pratiquement 50% de sa valeur. Donc, ces monnaies-là sont inflationnistes. Du fait de la perte de valeur, les biens coûtent un peu plus cher. Donc, ces monnaies sont inflationnistes. Le Bitcoin, lui, il est déflationniste. Parce que, en fait, le Bitcoin, lui, prend de la valeur plutôt avec le temps. Il en a perdu quand même, non? Non, par rapport à ça, créé en 2008, entre 2008 et aujourd'hui, le Bitcoin a pris énormément de valeur. Je vous rappelle qu'en 2008, ça valait même pas $1. Donc, c'est quand même 21 000 $. C'est monté jusqu'à 60 000, c'est vrai, après ça a chuté. Mais en économie, on ne considère pas les choses au jour le jour seulement. On gère les choses sur le long terme. Et sur le long terme, c'est une monnaie déflationniste. Ça a pris énormément de valeur. On peut calculer, on peut parler de 21 000%. Parce que c'est de zéro, d'ailleurs moins $1, donc c'est beaucoup plus que 21 000% en 14 ans. Or, l'euro, lui, pendant la même période, a perdu plus de 30% de sa valeur. Donc, si on les met côte à côte, voilà ce que les gens doivent comprendre. Donc, ils peuvent utiliser cette monnaie déflationniste qui, elle, va plutôt prendre de la valeur avec le temps. Et en prenant de la valeur avec le temps, va plus rapidement stabiliser l'économie et permettre d'ailleurs au Zimbabwe de se réindustrialiser rapidement. Puisqu'ils auront une monnaie forte qui leur permettra d'avoir beaucoup plus de biens avec de moins en moins d'unités, avec de plus en plus petite quantité de monnaie pour avoir un peu plus, de plus en plus de biens. Donc, cette situation déflationniste est extrêmement intéressante. Le Zimbabwe doit peut prendre cette décision en lieu et place du dollar comme ils l'ont fait il y a deux choses. Je vous ai dit, mettre le Bitcoin tout de suite, c'est pas dans les mêmes délais que le dollar. Le dollar, c'est tout de suite. C'est-à-dire, on a pris la décision à 8h, à 8h02, on est en train de l'utiliser, puisque le dollar existe. Avec évidemment le risque que quand vous utilisez le dollar, les Américains contrôlent vos réserves de change. Avec le risque que quand vous utilisez le dollar, les Américains peuvent décider par exemple que vous n'achetez rien en Russie. Par exemple. Vous n'achetez rien en Iran. Vous n'achetez rien en Iran, vous n'achetez rien en Russie. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est choisir entre la peste et le choléra vraiment. Donc, vous êtes obligé de faire ça. Et il y a d'autres choses pour nous qui utilisons le franc CFA. On sait tout ce que cela veut dire. C'est-à-dire qu'en fait, vraiment, vous n'existez pas. Donc, l'autre chose, c'est que pour le Bitcoin, vous prenez la décision aujourd'hui, ça vous demande quand même un petit temps pour que vous rentriez là-dedans. Parce que vous devez mettre en place. Vous allez gagner essentiellement par vos exportations. Maintenant, le Zimbabwe a un problème avec les sanctions. Donc, comment les contourner? Il faut réfléchir à ça. Et vous allez également, vous devez mettre en place, comme la Centrafrique est en train de le faire, par exemple, une banque digitale numérique, etc. Donc, il y a quand même un peu de temps, quelques mois, qui peuvent s'écouler. Et pendant ce temps, je vous ai dit, le problème, c'est qu'on a des enfants qui sont nés quand même hier. Il faut s'en occuper, il n'y a pas d'alcool, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des enfants qui vont à l'école, il faut payer les enseignants, il faut payer les fonctionnaires à la fin du mois. Vraiment, on est dans l'urgence. Or, les États comme les entreprises devraient éviter l'urgence. On ne gère pas du tout dans l'urgence, sauf en cas de crise, de catastrophe naturelle. Mais il ne devrait pas y avoir ce genre de choses, tout doit être planifié, quitte à faire des ajustements le moment venu, mais pas dans l'urgence. Et donc, ils peuvent effectivement utiliser le Bitcoin pour régler définitivement ce problème. Définitivement. Oui, ils vont le régler définitivement parce que vous avez deux perspectives qui sont diamétralement opposées. Vous avez une perspective inflationniste, c'est les monnaies fiat. La science économique arrive aujourd'hui à un niveau où elle doit répondre à une question forte, particulièrement pour les pays africains et les pays pauvres dans le monde. Non, l'Afrique n'est pas pauvre. C'est pour ça que j'ai dit les pays africains, parce que l'Afrique, elle n'est pas pauvre. Notre valeur est siphonnée
mais nous ne sommes pas pauvres. Donc, ils peuvent utiliser effectivement le Bitcoin. Donc, soit directement le Bitcoin, soit ils prennent le Bitcoin comme monnaie de référence et adossent dessus une crypto-monnaie qui leur est propre, qu'ils vont utiliser en interne pour protéger leur économie. Sera-t-elle souveraine, ce pays sera-t-il souverain s'il utilise le Bitcoin et que devient donc le dollar zimbabwéen, la monnaie locale, celle à laquelle justement, celle qu'on applaudit justement. Quand on fait le choix d'utiliser une monnaie comme le Bitcoin, on n'a pas besoin d'une autre monnaie. Parce que le Bitcoin, contrairement, le Bitcoin est véritablement une solution définitive. En fait, c'est la technologie qui est une solution pertinente et efficace. Je crois que quelquefois, quand on parle du Bitcoin, les gens, effectivement, sont restés avec l'image de la monnaie traditionnelle, mais c'est un nouveau paradigme, hein. C'est un monde nouveau. Je pense que Dr Ndouma, qui lui est l'expert en finance digitale, va vous en dire davantage. L'expression monde nouveau, je la c'est un paradigme nouveau. C'est-à-dire que vous oubliez, vous effacez complètement ce que vous savez de la monnaie que vous utilisez au quotidien et vous imaginez quelque chose de totalement numérique qui est en 0 et 1. Et demain, ça va être d'ailleurs du quantique, des qubits, c'est-à-dire 0 et 1, ça peut arriver au même moment. Donc, il faut comprendre que c'est une question technologique plus qu'une question de cash, parce que tout de même, vous n'aurez pas ça en main. Et donc, ça peut résoudre définitivement le problème. Mais ce qui est la solution optimale, celle qui va mettre fin à ces débats, c'est une solution politique en fait. C'est-à-dire que le Zimbabwe subit ce qu'il subit parce que c'est un petit pays et on veut en faire un exemple dans le monde des pays anglophones. Et or, imaginez que l'Afrique australe devienne un seul État, qu'on ait les États-Unis d'Afrique australe. Il n'y aurait pas ce problème au Zimbabwe. Imaginez mieux encore qu'on se retrouve avec les États-Unis d'Afrique. À votre avis, pourquoi Julius Malema soutient, comme nous le faisons ici, à la création des États-Unis d'Afrique? Parce que les problèmes du Zimbabwe n'existeront plus. Quand vous avez 1,5 milliard de personnes, vous avez un État de 30 millions de kilomètres carrés qui exporte le tiers des matières premières. Je vous disais que l'Afrique n'est pas pauvre parce que 33 milliards de tonnes de matières premières sont sorties de ce continent l'année dernière. Si en moyenne 1 kilo de matières premières valait $1, ça aurait fait 33 milliards de dollars. Pourquoi l'Afrique n'a pas eu 33 milliards de dollars et que son PIB présenté est de 6 700 milliards seulement? Je vous rappelle que les 33 milliards de dollars dont je parle, ce n'est pas encore le PIB. Ce n'est que les recettes d'exportation. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que nous sommes pauvres? En fait, nous ne le sommes pas. Nous sommes volés. Et donc, le Zimbabwe, dans le cadre des États-Unis d'Afrique, ne subirait pas ça. Tout comme les pays de la zone franc ne subiraient pas les affres du franc CFA ou du franc comorien. Donc, nous devons réfléchir à ces solutions définitives. Nous devons réfléchir à ce qui nous met à l'abri. Mais pour cela, nos égos, nous devons les mettre en bas et nous faire unir l'Afrique pour qu'elle puisse définitivement parler d'une seule et même voix et être un État, un seul État. C'est là où les problèmes de la monnaie, de la dégradation monétaire, de la dépréciation monétaire, c'est le thème précis, la dépréciation monétaire au Zimbabwe ou celle que nous sommes en train de subir dans la zone franc actuellement du fait de l'appréciation du dollar par rapport à l'euro, ne vont plus exister. Même si on s'y retrouvera par nos propres actions. Mais en adoptant, par exemple, le Bitcoin comme monnaie de référence, c'est-à-dire en décidant que nous revenons à la base technologique qui a toujours été la base de l'Afrique ancienne, nous réglons définitivement ces problèmes-là par ces deux actions. Un État continental africain et une monnaie numérique. Monnaie numérique. Quel est votre avis sur la question? On parle du Zimbabwe ce matin avec cette décision de la Banque centrale de retourner au dollar américain afin de stopper l'inflation grandissante et galopante dans le pays. 5 ans. Tel est le délai que s'est donné le Zimbabwe pour rebondir. On parle beaucoup de monnaie numérique actuellement, de technologie, avec la dernière information en date, c'est le Songocoin qui est déjà actif en Centrafrique. Pourquoi est-ce que les pays africains ne pensent pas à des solutions, je veux dire, endogènes? On a déjà 7 monnaies quand même sur le continent. C'était 8 avec le dollar zimbabwéen. Pourquoi est-ce que dans le schéma de pensée, on ne pense pas par exemple à se rattacher au Naira, au Cedi? Pourquoi est-ce qu'on est obligé, et ça c'est la question, de penser à des solutions qui viennent d'ailleurs? Pour le cas du Zimbabwe par exemple, pourquoi est-ce qu'il ne pouvait pas s'attacher aux monnaies locales africaines? Pourquoi est-ce qu'il a choisi le dollar américain? Déjà, 2 ou 3 petites choses dans
dans ce qui a déjà été dit. Alors que le Zimbabwe, il y a un certain moment, n'avait pratiquement pas de dette. En ce moment précis, la dette du Zimbabwe s'élève à pratiquement 9 milliards de dollars américains, avec des arriérés de 6 milliards de dollars. Vous voyez que ce sont autant d'éléments qui peuvent amener le Zimbabwe à choisir, c'est le choléra, donc ou la peste. Vraiment, c'est l'un des deux. Alors, la question, pourquoi, là où je suis de l'avis que l'Afrique serait certainement puissante si elle arrivait à fédérer. Je mesure la difficulté à y arriver. Il y en a, parce que majoritairement, les chefs d'État africains sont très attachés au pouvoir. Ouais. Et donc, avoir les États-Unis d'Afrique, pour eux tout de suite, pour la plupart, voir qu'ils vont perdre un pouvoir. De leur autorité. Parce qu'on aura un seul chef d'État, non? Même si peut-être qu'il y a un concept géopolitique plus approprié pour qu'il y ait plusieurs chefs d'État dans ces États-Unis-là. C'est possible. Mais si on s'inspire des États-Unis d'Amérique, il y aurait un seul chef d'État. Donc, je ne vois pas ces 54 maintenant avec le Soudan du Sud. On va en train d'aller dans ce sens. Nous avons un espoir ferme. Et Dieu merci, il y a des générations nouvelles qui arrivent et qui vont continuer ce combat. Et un jour, on va y arriver. Mais vraiment, ça va prendre... Merci à la réalisation. On va prendre un temps à la transition pour lire les messages. Pour lire les messages sur notre page d'IBS. Poursuivez, docteur, s'il vous plaît. Donc, ça va prendre du temps. Nous voulons que ça se passe de cette manière-là. D'autre part, si un chef d'État seul ne peut pas prendre un certain nombre de décisions dans son pays, je ne vois pas comment il va développer un certain pouvoir décisionnel parce qu'il sera avec les autres. Bien sûr. Nous avons un certain nombre d'exemples. Aujourd'hui, en Afrique, nous avons fait le Mali un exemple par rapport à son leadership. La Centrafrique, la République centrafricaine, est un exemple par rapport à son leadership, qui est un leadership qui témoigne de la clairvoyance de ce dirigeant et qui a abouti à des actions fortes, qui sont des actions qui devraient être appréciées à leur juste valeur. C'est-à-dire, nous sommes dans un monde qui évolue. Dans l'évolution du monde, il y a des phases. Aujourd'hui, nous parlons de la 4e révolution industrielle qui est la révolution du digital. Les 3 autres sont passées, qu'on le veuille ou pas. Aujourd'hui, vous avez en temps réel près de 2 milliards de personnes connectées sur Internet. En temps réel. Vous imaginez ce qui peut arriver si Internet arrivait à disparaître? Hein, vous, monsieur Rim, quand vous n'avez pas la connexion pendant 2 heures de temps dans la journée, vous êtes malade pratiquement. Vous comprenez? Et ça, c'est valable pour la grande majorité des gens dans le monde aujourd'hui. Donc, décider d'aller vers les monnaies digitales serait logique. Ce serait aller vers l'avenir qui est même déjà le présent. D'accord? Parce que ce que beaucoup de gens ne savent pas, puisque chacun a son domaine, chacun est préoccupé par ce qu'il fait, c'est que toutes les grandes banques du monde, et là je parlais des banques centrales, réunies autour de la Banque internationale, la Banque des règlements internationaux, ont déjà mené des études sur les monnaies digitales et ont déjà pris des positions. Et certaines d'entre elles n'attendent qu'un temps précis pour agir. Mais les études sont faites, les décisions sont prises. Donc ce n'est pas une affaire du sous-quartier, ce n'est pas une affaire du petit peuple, c'est une affaire des dirigeants. Et c'est pour ça que je vais dans le sens du docteur Yam en disant, oui, le Zimbabwe maintenant accepte malgré lui le dollar américain qui continue d'être produit à travers la planche à billets. Il y a des pays comme la Suède qui n'utilisent plus les monnaies physiques depuis pratiquement une décennie. Ouais,
C'est-à-dire que la monnaie, même fiat, avec l'évolution aujourd'hui, devient de plus en plus électronique que du papier et des pièces dures. Donc, lorsqu'on voit toutes ces évolutions, pourquoi est-ce qu'on devrait rester au niveau des monnaies non seulement fiat, mais surtout sous forme physique, parce que c'est des billets de banque, alors que à plus de 70% des transactions internationales aujourd'hui vont vers les monnaies électroniques, avec la carte bancaire qui, elle remplace de plus en plus beaucoup de produits bancaires classiques dans ces transactions-là. Donc il faut y aller. Ce n'est pas une question de est-ce que je veux ou je ne veux pas. Et c'est en cela que, avec tout le génie, n'est-ce pas, qu'incarne la cryptographie, on peut comprendre pourquoi le président Touadéra a décidé, bon, puisqu'il est un grand professeur également dans le domaine, oui. Je pense qu'on n'a pas besoin de lui donner des leçons. Les autres devraient s'inspirer même de l'expertise qu'il a, en plus du fait qu'il soit chef de l'État, de se demander mais pourquoi lui il est autant impliqué et il comprend autant comment ça fonctionne. Le Bitcoin, il est déflationniste. Pourquoi? D'abord, il a été créé pourquoi? Il faut qu'on le rappelle souvent à nos téléspectateurs. Le Bitcoin est créé en 2009. La technologie blockchain est créée en 2008. Et la première application de cette technologie, 2009, c'est la création du Bitcoin. C'est pour contester un système bancaire centralisé qui a échoué. Quand on parlait du dollar zimbabwéen tout à l'heure, j'ai évoqué 2009, 2008-2009, la crise, cette deuxième crise mondiale qui a fait disparaître beaucoup de grandes banques, même américaines. Vous voyez? Donc, ça veut dire que le système a échoué. Et aujourd'hui, avec la crise du Covid, à laquelle est venue s'ajouter la crise russo-ukrainienne, avec tous les effets inflationnistes que tous les pays sont en train de vivre, les pays d'Afrique font semblant de ne pas mesurer l'ampleur de ce qui est déjà, mais de ce qui va arriver. Surtout de ce qui va arriver, M. Rim. Là, on est encore en train de... On n'a pas encore vraiment commencé à vivre l'inflation qui peut dégénérer en hyperinflation dans beaucoup d'autres pays, dans des mois à venir, dans les années à venir. S'il n'y a pas des décisions fortes comme celles qui ont été prises par la Russie, lorsque, après avoir engagé ce conflit contre l'Ukraine, les États-Unis ou l'ONU en général ont décidé de sanctionner la Russie. On connaît les réactions de la Russie, qui aujourd'hui est beaucoup plus à l'aise dans ces sanctions que ceux qui ont sanctionné. On dirait l'arroseur arrosé. Ouais. Donc, il est question ici, quand j'ai rappelé que le Bitcoin naît pour contester ce système, qui continue de vouloir s'imposer avec un centralisme à outrance, un centralisme odieux, parce qu'il faut qu'une petite minorité dans le monde contrôle toute l'humanité et lui impose tous ses travers. Donc, les gens qui doivent aimer les crypto-monnaies, et en particulier le Bitcoin, doivent comprendre qu'il s'agit d'abord d'une idéologie. C'était pour contester un système. Donc, c'est pour ça que le Bitcoin, qui est en même temps un système de paiement et une monnaie digitale, permet, n'est-ce pas, qu'on fasse des transactions sans qu'il y ait un individu qui décide des transactions qui se font, mais plutôt une communauté à travers la cryptographie qui valide les transactions avec une traçabilité innue. D'accord. Okay. Donc, à partir de ce moment-là, pour sortir, la deuxième chose, c'est que à la création du Bitcoin, le nombre maximal de pièces est connu. C'est 21 millions de Bitcoins. Et l'année où le dernier Bitcoin sera miné, c'est-à-dire sera fabriqué, est connue. 2140. Donc, vous voyez que quand il y a des problèmes, pour le dire comme ça vaguement, il y a des pays qui tournent la planche à billets, c'est-à-dire qui impriment de l'argent. Est-ce que le nombre de billets du dollar américain dans le monde est fixé?
On le connaît. Personne ne le nombre d'euros, de billets d'euros qui doit être en circulation dans le monde entier, c'est connu. C'est des individus qui décident, n'est-ce pas, comme ils veulent, qu'on imprime les billets ou pas. Là, je parle vraiment comme l'homme de la rue. Parce que je sais techniquement comment ça se passe. Mais c'est pour dire que quoi? Le Bitcoin, quand c'est 21 millions de pièces et que la demande ne va faire qu'augmenter, qu'est-ce qui se passe avec sa valeur? Puisque l'offre est limitée. Donc, logiquement, on doit comprendre pourquoi ça va toujours prendre de la valeur. D'ailleurs, on appelle ça l'or numérique. Bien sûr. Vous avez déjà appris que l'or a perdu la valeur. C'est d'ailleurs sur l'or que se posent toutes ces devises-là. Alors, peut-être pour sortir définitivement du Bitcoin, hein, pour Bitcoin comme solution temporaire, définitive, la question se pose encore, mais est-ce qu'avec le Bitcoin, on ne retourne pas à la case départ de ces monnaies qui nous ont été imposées? Parce que, soit dit en passant, le Bitcoin, comme les autres monnaies qu'on décrit aujourd'hui, ce ne sont pas des créations africaines. Est-ce que c'est ça la question? Est-ce qu'au final, on ne retourne pas à la case départ? On laisse un maître pour être esclave ailleurs? Non. Quand vous êtes profondément africain, la science, quand elle est devant vous, n'appartient pas à quelqu'un. C'est vous la science. Et la différence entre les monnaies euros, francs CFA, dollars zimbabwéens, dollars américains, yuan, etc., ce sont des produits. Ce sont des produits de la science et de la technologie. Le Bitcoin, c'est un produit de la science, mais à un niveau qui est tel que vous ne contrôlez pas le produit. Vous pouvez décider de la création monétaire. C'est pour ça que, par exemple, la France peut dire la masse monétaire en Afrique centrale, c'est 15% point. Montez et descendez, c'est 15%. Parce que le jour où vous avez commandé les pièces et les billets, la France dit ça, on ne fabrique pas. Point. Le Bitcoin, il n'y a personne qui va dire on ne mine pas, on ne fait pas, on ne fait pas. Non, pas du tout. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui va dire ok, à compter d'aujourd'hui, on dévalue. Non, personne. Il n'y a personne. Et ça n'appartient pas. Avantage, le fait justement qu'il n'y a personne qui contrôle. Mais c'est tout l'intérêt. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur Terre qui contrôle le jour et la nuit? C'est pour ça. Alors, c'est pour ça que ça s'appelle l'or numérique. Parce que vous ne décidez pas de la quantité d'or qu'il y a sur Terre. Vous ne décidez pas du jour et de la nuit. Mais il y a mieux. Le Securities and Exchange Commission, son président a reconnu que le Bitcoin a le même statut que les matières premières, que les ressources naturelles. C'est très fort. Hein? Ça, c'est le gendarme du marché financier américain, la SEC. C'est très fort. Hein? Reconnaître que le Bitcoin a le même... Il n'a pas dit les crypto-monnaies. Il a dit le Bitcoin. Le Bitcoin a le même statut que les ressources naturelles. Donc quand les gens disent, comme dit Dr Ndouma, que c'est l'or numérique, c'est pas un jeu. C'est pas un jeu de mots. C'est la réalité. Et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, nous avons besoin de savoir que c'est un nouveau paradigme. C'est une nouvelle manière de voir, c'est un monde nouveau. Et il faut bien comprendre que personne sur Terre ne contrôlant donc cela, parce que la technologie blockchain a ceci de bien que il n'y a pas quelqu'un qui décide. Aujourd'hui, vous avez 100 millions de bitcoiners dans le monde, et ce sont ces 100 millions, ces gens-là, avec toutes les infrastructures d'ordinateurs, de serveurs dont ils disposent, qui valident les transactions. Si, même dans une transaction de vous et moi, vous décidez que vous arrêtez de faire les transactions, d'autres vont suivre. Mais attention, notre transaction ne sera jamais effacée. Le système est inviolable. Or, vous savez que les banques centrales, il y a du piratage tous les jours. Alors, ils s'en plaignent. Un petit détail. Dr Ndouma disait tout à l'heure que c'est un monde hyper connecté aujourd'hui. On a besoin de cet Internet pour les échanges. Oui. Alors, personne ne contrôle le Bitcoin, vous le dites et je l'entends, mais quelqu'un contrôle Internet. Donc, si on coupe Internet, on est tous morts. Alors, ce qui est intéressant avec Internet, c'est que vous, attention, il faut qu'on comprenne bien. Il y a Internet qui relie, c'est le réseau des réseaux, qui relie, en fait, c'est pas un réseau, c'est les réseaux qui existent dans le monde et qui sont très variés, très nombreux, qui ont même parfois différents protocoles, mais qui sont reliés entre eux. Donc, ce n'est pas un réseau que quelqu'un contrôle.
Par contre, ce que les gens contrôlent, c'est la sécurité d'Internet. Il y a 7 clés dans le monde détenues par 7 personnes de 7 nationalités différentes, qui ont simplement les clés pour les protocoles, etc. Mais le volume de transactions qu'il y a sur Internet aujourd'hui, c'est-à-dire dans ces différents réseaux, est tel que personne n'oserait arrêter Internet. C'est la vraie démocratie. Mais c'est impossible. Et Internet fait partie des éléments, des outils de la science et de la technologie créés justement pour une décentralisation totale de l'activité humaine. Et le Bitcoin se fonde dessus. Mais attention, le Bitcoin, c'est le peer-to-peer electronic cash. Le Bitcoin, ce n'est pas un actif, c'est de la monnaie électronique entre pairs. Donc, on s'échange quelque chose entre nous. Donc, vous voyez que la philosophie est la même. Internet, blockchain, Bitcoin, c'est exactement la même chose. C'est une décentralisation. C'est le refus de la tyrannie de quelques-uns sur la grande majorité. Et n'oubliez pas, l'Europe, l'ethnie européenne est fondée sur l'idée que Aristote se faisait de la politique. C'est-à-dire que vous avez vous avez les sénateurs, c'est-à-dire les hommes libres au-dessus, et vous avez une nuée d'esclaves en bas. Or, ces outils-là viennent justement casser cette dynamique-là, pour que ce soit décentralisé et que chaque individu soit reconnu en soi. Donc, il faut que nous prenions en compte les évolutions technologiques et que nous les exploitions. C'est à nous d'exploiter le Bitcoin. C'est à nous d'exploiter la blockchain. Mais pas seulement pour des questions monétaires, hein, pour gérer la terre, pour gérer nos hôpitaux, nos universités, nos entreprises, etc. Et c'est cela, à mon avis, aujourd'hui, l'une des solutions pour la libération définitive de l'Afrique. Mais si nous pouvons effectivement, de proche en proche, parce qu'il n'y a pas un schéma unique qui va être de dire, par exemple, que si nous devons d'abord devenir des États-Unis d'Afrique australe ou d'Afrique, non, pas du tout. Le schéma peut être différent. Le schéma peut être que les Africains disent, nous allons tous adopter par exemple le Bitcoin. En adoptant le Bitcoin, on se libère des griffes sur le plan économique des Occidentaux. Ça peut être un des schémas. Et ce schéma-là, à un moment donné, nous amène à nous dire à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait? Mais ça peut être aussi la fameuse déconcentration traditionnelle. Comment? Parce que c'était l'une des pierres d'achoppement et l'une des chaînes qui nous relie encore à eux. Pour le cas du Zimbabwe, par exemple, la dette. Oui, mais on le paye comment? Tout l'intérêt d'avoir le Bitcoin, c'est qu'on peut payer plus facilement. C'est-à-dire que le fait d'avoir du Bitcoin, le fait d'utiliser le dollar américain, va faire que le Zimbabwe sera obligé d'avoir un compte de réserve à la Federal Reserve Bank. Donc, et ça fait que le Zimbabwe va se priver d'une partie de ses ressources pour investir. Or, en ayant par exemple le Bitcoin tel que le fait la Centrafrique, le Zimbabwe disposera la totalité de ses revenus d'exportation. Et comme la monnaie est déflationnée, c'est-à-dire comme ça va prendre de la valeur avec le temps, le Zimbabwe va pouvoir payer beaucoup plus facilement. Et ces gens-là, contrairement à l'idée qu'on s'en fait dans notre partie de l'Afrique où on parle le français, utilise le franc CFA, où on ne prend pas des décisions graves, ces gens-là sont réputés pour la rigueur de leur gestion. Hein. Attention, ils sont à Harare, il n'y a pas une seule ville dans toute votre zone d'Afrique où on parle le français là qui est aussi belle qu'Harare, hein, ou qui est aussi équipée qu'Harare, le capital. Il n'y en a pas. Donc nous en parlons là, en réalité, c'est très lointain, mais c'est une ville. Le niveau de développement du Zimbabwe n'a rien à voir avec le niveau de développement de nos pays ici, hein, malgré toute l'inflation et tous les problèmes qu'ils ont. Ça n'a rien à voir, c'est un monde très avancé. Donc, il y a plusieurs schémas, et si ça marche, si la Centrafrique montre la voie, il faut qu'on regarde et qu'on suive. D'accord. Il est justement 10h12 à Harare. La situation au Zimbabwe actuelle n'est-elle pas le signe que l'Afrique n'est pas prête à avoir sa propre monnaie, à se libérer des chaînes justement? Dans le schéma, on a vu qu'il y a eu plusieurs tentatives au Zimbabwe pour avoir cette souveraineté monétaire, notamment grâce à l'établissement de sa propre monnaie. Mais voilà, on est revenu au dollar américain. Est-ce que c'est la preuve justement que les Africains en réalité ne sont pas prêts pour cette mutation? Non, je pense que le cas du Zimbabwe soit une preuve que les Africains ne sont pas prêts pour avoir leur propre monnaie. Nous avons expliqué pour nos téléspectateurs pourquoi est-ce que le Zimbabwe serait retrouvé dans cette situation,
prendre cette décision qui n'est pas une décision. Mais malheureusement, la situation du Zimbabwe n'est pas fait école. C'est un peu la situation de tous les pays africains qui ont ce passé colonial et qui subissent jusqu'aujourd'hui encore les affres et les legs assez douloureux. Ils ne sont pas prêts. Je ne peux pas comprendre qu'ils ne soient pas prêts. Il faut quoi? C'est la question. Si on est revenu au dollar américain. De brillantes études, ils ont fait pratiquement tous ces pays-là. Ils savent comment le monde fonctionne. Qu'est-ce qu'il faut, M. Rim, pour prendre une décision comme celle que le président Touadéra a prise récemment, bon, c'est l'Assemblée, etc. Pour faire une analogie avec les pays de la zone franc, est-ce que les présidents de la zone franc actuellement qui ne se positionnent pas fermement contre le franc CFA ne réfléchissent pas un peu dans la logique de on a des enfants qui viennent de naître, il faut manger et justement on ne peut pas partir tout de suite parce que au moins ça assure sans que ce soit une excuse. Si je prends par exemple la CEMAC, sans que ce soit une excuse, nous savons que la BEAC n'est pas une banque centrale pour les pays de la CEMAC. Nous savons que c'est un comptoir du Trésor français qui est là pour veiller sur les intérêts de la France. C'est démontré, il y a des documents, etc. Et les décisions que la BEAC prend viennent confirmer ce que je viens encore de dire. Absolument. La BEAC ne travaille pas pour les pays de la zone CEMAC. À partir de ce moment-là, on ne devrait pas attendre que la BEAC prenne des décisions qui vont dans le sens du développement éventuel de ces différents pays. Que non. Non. Mais la situation, pour le cas d'espèce justement, est-ce qu'en Afrique, on n'est finalement pas dans cette situation entre deux mauvais choix, on choisit le moins pire, justement, avec le franc CFA pour la zone franc, mais également, comme on l'a vu avec le dollar américain au Zimbabwe. Vous êtes un brillant journaliste. Moi, les extrémités telles que les généralisations, c'est de la manipulation de l'opinion publique. Moi, je ne parle pas de l'Afrique en tant que un tout homogène, identique dans tous les coins. Donc, il y a des chefs d'État en Afrique qui posent des actions louables, qui sont des actions fortes, qui vont dans le sens de catalyser le développement de leur pays, de travailler pour le compte de leur peuple. Il faut que ces pays-là soient cités en exemple. Et il y en a, malheureusement, présentement, apparemment ce serait quand même encore la majorité, parce que ne rien dire, c'est toujours dire quelque chose. Bien sûr. Le silence parle. Donc, si au-delà du silence, on peut poser des actes, on va constater que les actes posés vont interpréter le silence. Mais il y en a qui sont silencieux et qui n'agissent pas. Donc nous n'avons pas des éléments pour pouvoir savoir effectivement ces propres questionnements. On se demande exactement dans quel sens. Nous sommes arrivés à une époque où il faut clairement se positionner. En tant que chef d'État, en tant que leader d'un pays, d'une nation, il faut avoir des positions qui ne doivent pas être confuses dans l'esprit, n'est-ce pas, des populations. Cela dit, je voudrais revenir sur le Sangocoin, puisque nous avons parlé du Bitcoin et vous avez évoqué le Sangocoin. Qui est en place depuis le 3 juillet en RCA. Vous voyez que la décision de créer le Sangocoin d'abord montre que les républiques centrafricaines ne veulent pas utiliser exclusivement le Bitcoin et puis durablement, c'est-à-dire que définitivement, puisque vous avez insisté là-dessus. Donc le Bitcoin est un moyen puissant, vraiment un puissant moyen de pouvoir s'autonomiser en tant que pays, mais un moyen transitoire de rentrer véritablement dans ce monde qui est un monde énorme en termes de mouvement de capitaux avec le temps et qui va forcément intégrer la finance classique, c'est-à-dire soit la vallée, mais on va arriver à un système qui peut être un système... les deux cohabitent, de cohabitation ils ne vont pas cohabiter. Il y aura un système intégré qui va naître, forcément. Un peu comme ce qui se passe en RCA. On va prendre le dessus sur l'autre. Je viens au niveau du Sangocoin pour répondre davantage à la question. Le Sangocoin qui est en train d'être créé, puisqu'il est annoncé déjà, devrait être
un Central Bank Digital Currency. Parce qu'un État, et là on vient au niveau de la question du contrôle, parce que cette question est éminemment importante. Quand un État crée une monnaie, l'État a le contrôle sur la monnaie. Lorsque, même si Internet c'est planétaire, le Cameroun peut décider de suspendre Internet dans sa zone géographique. Pour que les téléspectateurs nous comprennent bien. Donc, c'est la même chose avec la technologie blockchain et les crypto-monnaies. Le Sango Coin devrait être une crypto-monnaie de banque centrale, premièrement. Même si à ce niveau-là, on pourra distinguer le Sango Coin de gros, c'est-à-dire pour des grosses opérations, et le Sango Coin de détail pour le peuple, les transactions quotidiennes. La deuxième chose, c'est que le Sango Coin doit être un stablecoin. Puisque l'une des choses qu'on reproche au Bitcoin, en particulier, c'est pas sa volatilité, c'est sa forte volatilité. Merci. Merci. Parce que la volatilité, c'est pas le Bitcoin qui l'a amené. Hein. Non, toutes les monnaies fiat, là, elles sont volatiles, non? Et nous, l'un de nos combats contre le franc CFA, c'est qu'on nous dit que le franc CFA, lui, n'est pas volatile, alors que la France, à travers la volatilité, n'est-ce pas, indirecte du franc CFA, gagne énormément d'argent. Bien sûr. Vous voyez. Donc la volatilité, c'est pas ça. C'est ça. Ce sont les Américains qui ont décidé de déconnecter l'or du dollar et donc des devises fiat et qui ont créé la volatilité exprès. Quand ils ont créé ce qu'on appelle le floating system. Floating, c'est... Ça flotte. Voilà. Donc c'est ça qui les enrichit. Donc la volatilité, c'est ça même le business. Mais pour le Bitcoin, ils disent que c'est trop volatile. Même si Dr Yama a expliqué, brillamment expliqué que avec le temps, le Bitcoin prend de la valeur. Mais la volatilité, elle est ponctuelle, elle est instantanée, mais avec le temps, le Bitcoin prend de la valeur. Donc, lorsque je l'ai dit, vous voyez bien que le Bitcoin, qui est une forte communauté, dans laquelle vous allez trouver pratiquement tous les décideurs de tous les secteurs d'activité, d'accord, ils sont détenteurs du Bitcoin, ok. Donc, à travers, quand vous rentrez dans cette communauté-là, vous faites un lobby énorme qui permet que vous puissiez avoir des manettes sur lesquelles vous allez actionner pour pouvoir créer par exemple votre stablecoin qui serait une monnaie de banque centrale et que vous pouvez décliner éventuellement en monnaie physique avec une parité 1 contre 1. Donc je voulais relever ça. Donc il y a une banque centrale qui a sa monnaie digitale de banque centrale contrôle les transactions avec cette monnaie-là. Parce qu'on va vous dire que le blanchiment d'argent, le trafic de drogue, etc. Pour dire que non, les monnaies, le Bitcoin, c'est pour les malfrats, c'est pour les bandits, les brigands. Merci. Pardon, juste pour... En fait, c'est pour compléter ce que dit le docteur Douma. Il faut que ce soit bien compris. J'évacue rapidement la question du banditisme. Le fiat, c'est 5% de la masse monétaire mondiale. La masse monétaire mondiale actuelle, personne ne sait quelle est. Mais le PIB mondial, c'est autour de 150 000 milliards de dollars. Prenez 5%, vous avez une idée. Ça fait 7 500 milliards de dollars dans le monde. C'est beaucoup plus, c'est 2 fois la capitalisation de toutes les crypto-monnaies. Et c'est 10 fois la capitalisation du Bitcoin. C'est ça. Des transactions frauduleuses. C'est ça les transactions frauduleuses. Dans le cadre des crypto-monnaies, c'est 0,15% de tout le volume de 3 000 milliards de dollars. Donc, je ne sais pas de quoi les gens parlent. Donc, deuxième chose, là, il parlait de Sango Coin, c'est extrêmement important d'insister dessus. La Centrafrique a annoncé depuis toujours la création de la banque centrale numérique digitale. Ça va être créé. Or, une banque centrale digitale, c'était pour faire quoi? Mais c'est pour gérer une monnaie digitale, une monnaie numérique qui s'appelle le Sango Coin. En fait, dans un même mouvement, la Centrafrique crée une stablecoin parce que c'est ça qui va être utilisé pour les actions quotidiennes. Le Bitcoin, c'est la monnaie de référence, c'est ce que dit la loi. Ça veut dire que vous, la Chine, vous, les États-Unis, vous, la Norvège, vous voulez m'acheter quelque chose, vous me le payez en Bitcoin. Sauf que dès que vous l'avez payé en Bitcoin, et que le Sango Coin. Un peu comme la Russie fait avec l'euro, c'est ça? Bien sûr. Suivez.
Sauf que je ne suis pas le seul à suivre. Sauf que le Sango Coin est inspiré du Bitcoin, donc est lié au Bitcoin. En fait, ce que la Centrafrique fait est génial. C'est d'avoir une monnaie de référence qu'on appelle le Bitcoin et une monnaie binaire qu'on appelle le Sango Coin. C'est-à-dire qu'ils ferment et contrôlent leur marché. Un État. Pour qu'on comprenne bien, est-ce que ça veut dire que l'alliance entre le Bitcoin et le Sango Coin, c'est un peu comme l'alliance entre l'euro et le franc CFA, c'est ça? Non, c'est différent. C'est parce que l'euro et le franc CFA, c'est pas intégré. Intégré, il parlait d'intégration. C'est ça, en fait, le cœur. Et c'est ça la différence. Ici, vous avez un système intégré. Il n'y a pas de parité fixe entre les deux. Il n'y a pas une qui permet la convertibilité de l'autre. Il n'y a pas une qui... Non, pas du tout. Mais la réserve au niveau international est assurée par le Bitcoin. Mais au niveau intérieur, elle est assurée par Sango Coin. C'est ça l'intégration. Et ça fait que du coup, d'ici quelques années, enfin, je parle d'années, d'ici quelques mois, le piment en Centrafrique va être acheté avec une monnaie numérique. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Et à partir de là, parce que votre préoccupation se situe pas tellement sur les questions techniques, mais sur est-ce que les pays africains sont prêts à avoir leur propre monnaie. C'est ça. C'est ça. Le problème dans votre question, M. Rim, c'est que en fait, elle reflète l'idée que nous devions avoir des billets. C'est ça le problème dans cette question. Or, les gens comme le professeur Touadéra, qui sont parmi les meilleurs experts de la cryptographie dans le monde, vous disent ce qu'on appelle la monnaie, ce qu'on appelle parce qu'il y a la monnaie, ça c'est au niveau donc de tout ce que nous avons dit aujourd'hui, mais que le grand public va payer l'argent. Ce n'est plus comme vous l'avez connu avant, c'est-à-dire la monnaie fiat. Parce qu'on est en train de parler de monnaie numérique, c'est ce que le docteur Douma vous dit. On parle de monnaie numérique, ça n'a rien à voir avec la monnaie fiat. Il peut y avoir une correspondance qui peut être créée dans le cas où, par exemple, aujourd'hui, il parlait des monnaies numériques de banque centrale. Parce que ces banques centrales comme le Nigeria, il y a le Naira qui existe physiquement comme monnaie fiat. Et il crée donc une correspondance numérique qu'on appelle le e-Naira. Mais qui a une correspondance entre les deux? Sauf que dans le cas de la Centrafrique, c'est carrément un leapfrog, c'est-à-dire le saut de la grenouille. C'est carrément le nouveau paradigme qu'on met en place. Il n'y a pas un Sango qui existe en tant que monnaie fiat. Or, il va y avoir un Sango Coin qui est géré par la banque digitale numérique de RCA. Et vous voyez que c'est un autre environnement. Ça n'a rien à voir avec les environnements anciens qui avaient des pièces, des billets, etc. On est dans le web 3.0, dans un nouveau monde. On est dans la pleine quatrième révolution industrielle dont il parlait. Or, les révolutions précédentes étaient justement basées sur ces biens, etc. Mais là, en matière monétaire, on est dans la quatrième totalement digitale, totalement numérique. Et il faut comprendre que ça, là, les pays africains sont prêts. Et ils sont tellement prêts qu'il y en a au moins un qui a montré la voie. Je pense qu'on va vous inviter à nouveau pour parler un peu plus de cette nouvelle réalité, car oui, il faudra qu'on se tienne prêt plus que jamais pour ne pas se faire dévancer encore une fois par les autres. On va prendre quelques réactions sur notre page Facebook. Population des pays francophones, 300 millions d'habitants, qui est l'équivalent de celle des United States of America, des USA, et de la minable France ne vaut même pas 70 millions d'habitants. Comment un pays de moins de 70 millions d'habitants, aussi pauvre en tout, arrive-t-il à maintenir 300 millions d'individus dans une servitude monétaire? C'est absurde et inimaginable, fustige Bantou Ashanti. La réponse est de Thomas Sankara. Il suffit que ce pays tienne vos chefs d'État et le meilleur instrument pour le faire est leur secteur pernicieux, la franc-maçonnerie et autres trucs bizarres que vous et moi imaginons même pas. Voilà la vérité, c'est une réponse de Thomas Sankara. Je prends une autre réaction. Bantou Ashanti, ça c'est de Kofi. C'est aussi l'effet d'un brainwashing sur des siècles. Se réveiller d'un état d'hypnose prend du temps, mais les choses s'accélèrent de manière exponentielle. Faut qu'on garde les yeux sur l'objectif, whatever happens. Et de finir avec Thomas Sankara, mais je puis te rassurer que cette hégémonie est finie. Ils sont perdus. Pour preuve, leur ambassadeur au Cameroun a perdu la tête. Il fait des déclarations à l'emporte-pièce et il réfléchit. Et même avec la guerre en Russie, ils savent très bien
qu'ils ont perdu. Merci de participer à ce débat. Vos avis comptent et de votre soutien, nous sommes honorés. Cher monsieur, on va sortir de cet entretien rapidement. Alors, 5 ans encore que le Zimbabwe utilisera le dollar américain. 5 ans, les dernières années, que cette monnaie sera active au Zimbabwe. Peut-on espérer qu'après ces 5 ans, il se libérera définitivement justement de cet asservissement monétaire et partant l'Afrique aussi? Vous savez que le dollar américain a été imposé par les impérialistes. Ils ont dollarisé le monde entier. C'est d'ailleurs pour ça que nous qui sommes pour un monde juste, apprécions la décision par exemple de la Russie d'imposer le rouble. Je dis que si vous voulez acheter chez moi, désormais c'est un rouble. Ça signifie, premièrement, avec votre dollar, vous achetez d'abord mon rouble, et ensuite, avec mon rouble, vous achetez ma marchandise. Je vous impose deux opérations. Et depuis que cette décision a été prise et appliquée, le dollar est en train de perdre de la valeur. Parce que ça va créer un effet d'entraînement. Même, ne serait-ce que pour les grandes puissances, comme la Chine, comme l'Iran, vous voyez que ici l'Iran dans les grandes puissances. Vous voyez, comme la Corée du Nord, etc. Donc, cela dit, ça montre à quel point accepter encore le dollar américain aujourd'hui comme sa monnaie dénote d'une contrainte conjoncturelle. Deuxième chose, le monde est en train d'aller ailleurs. Même les États-Unis, le président Joe Biden a signé récemment, n'est-ce pas, un texte demandant qu'on crée une monnaie digitale américaine aux États-Unis même. Donc, ce n'est pas le Zimbabwe qui va rester avec un dollar physique parce qu'il faut payer les dettes. Et payer les 9 milliards de dettes, ça irait plus vite avec le Bitcoin qu'avec le dollar américain qui leur est imposé. D'accord. Donc, il faut sortir de là. Il faut sortir de là. Est-ce que c'est 5 ans encore, mais 5 ans seulement? Est-ce que le Zimbabwe et l'Afrique aussi pourra finalement, sans être un vœu pieux ou un espoir basé sur des rêves, sortir de l'asservissement monétaire? Ben, il faut avoir des rêves. À quoi servirait le ciel s'il était interdit de rêver? Il faut rêver. Parce que c'est lorsqu'on rêve qu'on fixe, on se donne des objectifs, qu'on définit une démarche et qu'on se lance dans quelque chose. Il faut rêver. 5 ans, c'est un horizon. C'est pas quelque chose d'impératif. C'est pas un mandat impératif. C'est un horizon, mais le Zimbabwe peut sortir de là très rapidement. Et je crois que l'accord qui a été trouvé avec les Américains pour que leur devise soit utilisée, les Américains vont gagner de l'argent. Il faut savoir que les monnaies fiat, c'est un produit. C'est un produit et ceux à qui elles appartiennent gagnent de l'argent dans ce type de transactions. Et je pense que le Zimbabwe, comme je vous le disais, je pense qu'ils gèrent l'urgence pour le moment et ils veulent se donner le temps de réfléchir. Je ne serais pas surpris parce que c'est quand même l'un des pays en Afrique où, par exemple, le Bitcoin est très présent. Et c'est un pays où les monnaies mobiles sont aussi très développées. Donc, je ne serais pas surpris que d'ici même la fin de l'année ou l'année prochaine, le Zimbabwe, celle de l'année prochaine, le Zimbabwe nous annonce une monnaie digitale ou nous annonce d'avoir adopté le Bitcoin. Nous devons comprendre que de manière structurelle, quand un État est petit, il est dans le monde des prédateurs d'aujourd'hui, c'est très difficile pour cet État de survivre tout seul. La constitution des grands blocs, au moins sous-régionaux ou du grand bloc régional africain, c'est un processus que nous devons lancer et qui doit rapidement se conclure. Nous ne serons que très faibles et nous rencontrerons davantage de difficultés tant que nous resterons des petits pays esselés. L'Union européenne aujourd'hui regrette sérieusement d'avoir cassé la proposition qui était celle de départ et qui a été cassée par la Commission de l'Or et qui visait à faire de l'Europe un État. Et proposition qui était soutenue par la Russie qui sortait fraîchement de l'Union soviétique. Ils ont refusé et aujourd'hui se rendent compte que
ils sont beaucoup plus faibles qu'ils ne l'imaginent. Et pire, vous voyez que tous ceux qui ne faisaient même pas partie de l'Union européenne veulent déjà devenir membres de l'Union européenne. Ceux qui n'étaient pas dans l'OTAN veulent devenir membres de l'OTAN. Ça veut dire que la constitution des grands blocs est quelque chose qui met tous les peuples à l'abri sous un grand parapluie qui permet quand même de les protéger. Le Zimbabwe est une interpellation pour l'Afrique. Comment peut-on constituer la ZLECAf lorsque vous avez le dollar qui va circuler en Afrique de façon légale? Comment pouvez-vous constituer la ZLECAf? Comment pensez-vous pouvoir demain densifier les échanges à l'intérieur de l'Afrique, puisque les échanges intra-africains ne sont que de 10 à 12% du commerce africain? Comment pensez-vous les densifier lorsque, par exemple, des monnaies extérieures sont en Afrique? La raison pour laquelle ça va être difficile, c'est que les pays où on utilise le franc CFA ont plus tendance à transacter avec les pays, la France ou l'Europe, et le Zimbabwe sera aspiré par les États-Unis forcément, puisqu'ils vont utiliser le dollar et que ça coûtera moins cher. Nous sommes confrontés là à des problèmes de fond et à des problèmes extrêmement importants qu'il faut adresser avec beaucoup de sérieux. Devant cette situation, comment faire la ZLECAf? Que devient Afreximbank? Le système de paiement intra-africain PPFAS, comment on va l'utiliser alors que les monnaies qui sont utilisées ne sont pas des monnaies africaines? Donc vous avez là des problèmes de fond, et vous avez l'un des derniers, c'est celui de savoir, l'Afrique pense-t-elle qu'elle devra passer par les trois révolutions, première révolution, pour arriver à la quatrième, ou devra-t-elle simplement se lancer dans la quatrième révolution industrielle et par là tirer donc les bénéfices des trois premières? À nous de trouver la solution, mais pour ceux, j'imagine nous deux qui sommes sur ce plateau, la réponse est toute trouvée. Foncez vers la quatrième révolution, parce que de toute façon, quand vous êtes en 2022, vous utilisez les avantages de l'an 1000 sans nécessairement retourner d'abord à l'an 1000 pour revenir à 2022. Et l'expression consacrée est leapfrog. Je pense que vous l'avez noté également, ce saut de la grenouille. Merci en tout cas, cher monsieur, d'avoir édifié l'Afrique encore sur ces domaines purement techniques, mais que vous avez rendu grâce à votre maestria au niveau de l'individu lambda. Dr Yam, merci d'être passé sur ce plateau. Et vous alors, Dr Douma, merci encore pour ces différentes explications. Je me fais le porte-voix, pas seulement des sceptiques, mais de tous ceux qui regardent. Donc, sachez que mon cœur est acquis à ce continent. je le dis. Allez, ce fut un plaisir de vous servir ces différents réveils matinaux depuis lundi. Merci à la réalisation. Ce jour, elle a été assurée par Raymond Tamba, la technique. Son, nous avions Eden. Merci également à Bias Dalé qui était derrière la caméra. On avait l'esprit de tous les panafricanistes qui sont passés sur ce plateau, et un qui, le sujet l'intéressant, est quand même passé dire bonjour, Maître Franklin Nyondieu, et à vous naturellement, chers téléspectateurs. Le combat continue, la cause est bien plus grande que de simples hommes, et si certains l'ont commencé hier, il est de bon temps que d'autres poursuivent le combat aujourd'hui. Nous serons encore là lundi, s'il plaît à Dieu. C'est un rendez-vous. À lundi.